Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Focus Transition. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule pour cet épisode spécial. Je suis avec une invitée tout aussi spéciale. Je suis avec Esma, qui va te présenter dans un instant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, on va parler de comment concilier le ramadan avec le leadership au féminin, puisque le ramadan arrive dans quelques jours. Et pour nous, c'était important d'en parler. Je vous invite à vous inscrire, si l'envie vous dit, au webinaire que j'organise jeudi 7 mars à 20h, qui porte le même nom, Comment concilier le ramadan avec le leadership au féminin. Je vous mets le lien dans la description du podcast et ça va être un cercle d'échange, de partage dans lequel je serai là en tant que facilitatrice. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes disponible. Esma, bonjour, merci d'être là. Bonjour, c'est un plaisir. C'est la deuxième fois qu'on fait un podcast toutes les deux. C'est ça, exactement. On a déjà fait un podcast où on a parlé de sexualité, on a parlé Yes. de beaucoup de choses hyper intéressantes et j'ai voulu aujourd'hui qu'on discute du sujet du ramadan et du leadership, du leadership. Je vais y arriver au féminin, notamment en entreprise, parce que toutes les deux, on a beaucoup été en entreprise. On est deux femmes musulmanes qui avons, je pense, un peu de leadership au féminin. Et justement, c'était intéressant pour nous d'en parler. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Esma, est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, alors, donc moi je m'appelle Asma et je suis donc musulmane, évidemment, de la conversation aujourd'hui. Je suis marocaine, même précisément. Born and raised. Je suis accompagnante, coach, thérapeute en sexualité, en particulier donc toutes les sphères de l'intime, et je travaille avec les femmes, très spécifiquement en tout cas pour l'instant. Voilà. Mais avant de faire ma transition, donc ce métier, je le fais depuis 3 ans. Et je suis diplômée ingénieure, donc j'ai travaillé en entreprise pendant plusieurs années. Vu qu'on va beaucoup parler d'entreprise dans ce podcast, je précise ça. Et donc ouais, j'ai travaillé en entreprise, plus spécifiquement dans des cadres de start-up. Pendant plusieurs années, dans des postes à responsabilité, avant de changer vers un métier que j'aime plus, quoi, tout simplement, qui a plus de sens pour moi. Voilà. Merci, merci, merci. Vous pouvez retrouver évidemment Asma. Je vous mettrai tous les liens dans la description du podcast, son Instagram, les différents les épisodes de podcast dans lesquels vous pouvez la retrouver, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on va discuter toutes les deux des différents des défis, des opportunités que peut apporter le Ramadan, que peut avoir le Ramadan sur le leadership au féminin, notamment au sein de l'entreprise, parce que tu vois, j'ai réfléchi justement avant de préparer le podcast et je me suis dit que il y avait effectivement un impact du Ramadan sur le leadership quand on est femme entrepreneur. Mais pour moi, il est un peu différent quand on travaille pour soi, quand on travaille toute seule, même quand on a des prestataires ou des collaborateurs et collaboratrices, mais quand on est sa propre patronne, les défis, les opportunités du Ramadan sont un peu différentes du salariat en fait de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup parler d'entreprise parce que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'entreprise, il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains et j'ai trouvé intéressant justement de nous adresser, on a trouvé intéressant de nous adresser aujourd'hui aux personnes qui sont salariées, aux femmes qui sont par exemple cadres sup, managers, dirigeantes, directrices de practice, par exemple dans le monde du conseil, etc. Il y a beaucoup de défis qui arrivent avec le Ramadan et on peut par exemple parler de la gestion du temps, de la fatigue qui peut arriver au fur et à mesure des jours de jeûne, de la pression parfois professionnelle qui peut être accrue. Est-ce que c'est quelque chose, Asma, que toi, tu as vécu quand tu étais salariée? Oui. Je l'ai vécu et je pense que l'année où j'ai le plus souffert, je me rappelle très très bien, c'était en 2016. Et tu sais, c'était le ramadan du mois de juin. Et c'était extrêmement difficile. Et j'avais énormément de mal à jeûner, mais au point où je m'endormais, j'étais au travail, je pouvais m'endormir à 11h, mais sans m'en rendre compte. En fait, j'étais tellement épuisée que je tombais d'épuisement. Et effectivement, ouais, c'est un truc que j'ai carrément vécu, de concilier ça. Et puis en particulier, c'est même pas le salariat le problème, c'est le salariat en France. Le problème, en fait. C'est ce truc et je me souviendrai toujours à l'époque, ma boss qui m'avait dit
c'est très oppressif comme commentaire alors qu'on peut penser que ça ne l'est pas. Elle m'a dit: «Ouais, chacun fait ce qu'il veut, toutes les religions, tous les cultes et tout ça, sont acceptés, mais par contre, tu assumes». Voilà, c'est-à-dire que tu veux jeûner, OK, mais tant que ton travail est fait, on s'en fout. Et en fait, c'est extrêmement oppressif parce que c'est sous couvert que soi-disant tout est permis. Bah, encore heureux, c'est un pays laïque, donc je fais ce que je veux. Mais, au final, il y a aucune entraide. Il y a Mmh. aucun système de ton, Non. ta spiritualité, ton culte est important pour toi, donc par humanité, je vais t'aider. Mmh. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et donc oui, je connais carrément ces enjeux et je dirais même que c'est plus difficile d'être salarié, Mmh. que d'être entrepreneur pour ce sujet, hein, spécifiquement. Oui, parce que quand tu es entrepreneur, moi, en plus, j'ai vécu les 2. Enfin, on a vécu les 2, les 2 pans de l'activité professionnelle. C'est que quand tu es entrepreneur, déjà, tu peux, vivre le ramadan selon ta propre écologie. Tu vois, Mmh. si tu pries, par exemple, bah, tu vas pouvoir, faire tes prières à l'heure, tu vas pouvoir peut-être te réveiller le matin pour manger, peut-être éventuellement te rendormir un peu avant de te lever pour continuer à travailler. Tu vas peut-être parfois vouloir travailler après le ftor. Le ftor, c'est donc la rupture du jeûne, parce que tu as plus d'énergie et que tu es un peu plus enclin, tu vois, à travailler. Donc oui, effectivement, Mmh. l'écologie qu'on a en fait quand on est entrepreneur, moi je l'ai vécu. Tu vois, entre 2019 et 2022, c'était le paradis parce que personne justement ne me disait t'assumes ou parce que effectivement, tu vois, on peut avoir beaucoup de remarques, notamment quand on a des jobs à responsabilité. Moi, j'ai récemment été manager dans un cabinet de conseil, donc c'était mon premier ramadan de retour au salariat. Et alors, pour être totalement honnête, j'ai plutôt bien vécu le ramadan parce que j'étais en mission chez un client qui avait tout de suite compris que je jeûnais, mais d'ailleurs qui passait beaucoup de temps à s'excuser parce que tous les midis, il venait me demander si je déjeunais avec l'équipe. Et tous les midis, pendant un mois, je disais que c'était pas possible. Mais du coup, tu vois, moi, ce qui m'a un peu manqué, un peu comme toi, c'est que je n'avais pas, ma spiritualité, ma pratique du ramadan n'avait pas sa place du côté humain. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. On était plusieurs, d'ailleurs, femmes musulmanes à jeûner. Mmh. Parce il y avait une grande partie en fait des consultantes qui étaient des femmes musulmanes, mais c'était un peu mis sous le tapis, tu vois, on n'en parlait pas. Voilà, c'était juste ah oui, tu fais le ramadan, bah super, ça va, c'est pas trop dur. Enfin, tu sais, les fameuses remarques qu'on a Mmh. tous les ans, c'est pas trop dur, alors machin, nana. Et je trouve que c'est parfois un peu isolant. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est l'un des défis, je trouve, dans le salariat, c'est que si on n'est pas justement dans la communauté, si on ne se crée pas une petite communauté à l'intérieur de l'entreprise, je sais que ça va faire frissonner plus d'une, mais c'est important. Tu te sens un peu isolé en fait dans ton cheminement et dans ton moi en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Tu es hyper isolé et c'est intéressant ce que tu dis parce que même en ayant plusieurs personnes qui font le ramadan avec toi, tu es quand même isolé parce que et je pense qu'on peut avoir un commentaire intéressant là-dessus sur le côté colonial et islamophobe qui est juste, il y a un peu ce regard qui est projeté sur toi, Mmh, tu as même pas le droit de te rassembler auprès de ta mmh, communauté dans cet espace mmh, parce que c'est la présence des personnes blanches/non musulmanes qui va envahir en fait, heu, même qui va envahir psychologiquement, tu vois, les différentes personnes qui vont du coup elles-mêmes internaliser cette oppression et du coup s'excuser, bon, elles s'excusent pas au premier degré, mais quelque part, d'une certaine manière, s'excuser de jeûner. En tout cas, le cacher, mmh. ne pas en faire un sujet, voire même parfois, après ça dépend de comment on le vit, tu vois? Mais parfois même enfin surcompenser en voulant montrer que: «Regardez, moi je peux jeûner et faire mon travail et être Exact. efficace», en fait. Et être performante et être Exactement. machin, ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper problématique aussi parce que si on pense, par exemple, aux communautés musulmanes, par exemple, si je pense à mes parents qui ont toujours vécu au Maroc, quand je les voyais pendant le ramadan, ils travaillaient parce que, le travail est ibada, le travail est une adoration, on n'arrête pas de travailler pendant le ramadan, mais ils travaillaient beaucoup moins, Mmh. tu vois? C'est-à-dire qu'ils travaillaient le matin, bien, bien, bien et puis tu as la prière de Dohr du midi et puis après tu travailles, allez 2-3 heures l'après-midi, puis tu rentres chez toi, tu te reposes, tu prépares ton ftour et tout. Donc, hem il y a ce truc où on normalement, enfin entre nous dans notre communauté, il y a pas cette il y a pas cette exigence de travailler pendant dans le sens c'est pas la priorité. C'est un mois de spiritualité, c'est ça qui est important.
Mmh. C'est à moi qui arrive une fois par an, tu travailleras plus tard ou avant, mais Mmh. c'est hyper important de vraiment en faire une opportunité d'adoration, de dhikr, de rappel de Dieu et cetera. Et on se retrouve un peu coincés en France parce qu'on a envie de vivre ça. On a envie de vivre un vrai moi spirituel et à côté, on est comme aspiré par ce truc de: «Mais je ne veux pas qu'on me projette cette image de, hem, qui vient de la déconnexion spirituelle propre, au Mmh. système colonial français», tu vois? De, «Ah oui, mais l'arriérée, qui croit en je ne sais quoi et qui jeûne pas, bah, en fait, elle atteint pas ses résultats, donc gna gna gna». On ne veut pas avoir cette image et donc on va essayer de surcompenser parce qu'on veut pas être perçu comme ça. Mmh. Donc ouais, je perçois beaucoup ça dans Mmh. Ouais, dans dans ce que tu dis. je suis d'accord et je dirais même aussi que ça nous pousse à travailler plus. Tu vois, Mmh. là où on devrait justement lever le pied, se reconnecter à Dieu, être dans notre spiritualité et vivre selon notre propre écologie, on a cette espèce d'injonction qui dit, bah, le fameux assume, ça veut dire il faut que tu travailles plus, il faut que tu montres que tu es beaucoup plus intégré, que tu es là, que tu soutiens les équipes. Je pense aux femmes qui sont notamment managers ou directrices. Il faut que tu donnes l'exemple, il faut que tu drives tes équipes. Et il n'est pas question que tu flanches une seule seconde. Évidemment, c'est le jeu. On connaît comment les Mmh. choses, pour avoir travaillé toutes les deux dans des environnements challengeants. On sait ce que ça implique d'être salarié, notamment en France. On sait quelles sont les exigences du monde capitaliste, donc fair enough. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même qu'on est entouré d'êtres humains, tu vois, qui sont dotés quand même Mmh. d'intelligence voilà de certaines qualités qui pourraient les amener à se dire ok, bon, ce mois-ci c'est le Ramadan, on va peut-être jouer collectif et on va peut-être justement accompagner ces personnes-là, surtout que souvent il y en a plusieurs dans une équipe, tu vas avoir plusieurs personnes qui jeûnent dans une équipe et c'est vrai qu'on a cette impression d'être isolé, de devoir faire plus, de devoir être irréprochable sur ses livrables, sur ses présentations, sur ses réunions, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un gros défi de justement gérer tout ça, gérer son temps, la fatigue, la cuisine pour celles qui aiment cuisiner et qui ont envie de faire des choses, tu vois, pour elles ou pour leur famille. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses en fait C'est pendant clair. ça, pendant le ramadan. Et en même temps, je me dis que ça peut être parfois des opportunités pour trouver justement des stratégies, des techniques, notamment en tant que leader, pour justement gérer efficacement nos responsabilités Mmh. pendant le ramadan. Est-ce que il y a des choses auxquelles tu penses? Hem, ouais. Moi, je pense qu'il y a des opportunités au niveau de, en fait, ça dépend. Moi, je dirais que les opportunités dépendent beaucoup de la culture d'entreprise dans laquelle on est et de comment on le vit, tu vois? Donc je pense qu'il y a vraiment chaque personne, je pense, qui écoutera le podcast trouvera quelque chose de différent à prendre, tu vois? N'hésitez pas à nous le dire en Hem, commentaire d'ailleurs, si ça vous ouais, parle. parce que je pense aussi qu'il y a des lieux de travail d'ailleurs, c'est intéressant, c'est trop intéressant que ce soit toi et moi qui faisons ce podcast parce qu'on n'a pas travaillé dans les mêmes milieux. Toi, tu as beaucoup Non. plus travaillé dans des grosses structures où c'était beaucoup plus organisé. Moi, j'ai travaillé dans des structures start-up. Alors, je ne parle pas au nom de toutes les startups, obviously, mais dans mon expérience personnelle, parce que moi j'ai toujours été comme ça a toujours été important pour moi de travailler dans des structures où, je sentais que les gens étaient des vrais êtres humains, plus ou moins, en tout cas, comparé à d'autres. Hem et donc il y a un truc, en tout cas, moi que j'ai appris, surtout dans mon deuxième job que j'avais fait, c'était que, Heu, parfois, notre patron, en tout cas les personnes avec qui on travaille, sont plus humains qu'on ne pense, si on prend la peine d'être clair. Donc ça, c'est aussi une opportunité peut-être, celle du rapprochement Oui. avec ses collègues. Donc encore une fois, ça dépend des milieux professionnels, donc je laisse les personnes vraiment prendre ce qui leur, convient. Mais moi, dans mon cas, j'étais avec des personnes qui étaient pas complètement déconnectées de spiritualité, parce que mon patron avait grandi catholique, il avait fait le catéchisme, il était encore vraiment connecté à Dieu et donc il faisait sa version du carême, qui est très différente du ramadan certes, mais enfin et donc avoir une conversation claire avec lui bien en amont, où c'est: «Bon, bah, le ramadan, c'est de telle date à telle date. Je serai fatiguée. Voici les horaires qui me conviennent». Bon, aussi, mais c'est le cas quand on est cadre, on peut avoir des possibilités de travailler chez soi. Enfin, en fait, on a beaucoup de c'est pas comme travailler à l'usine où nous, on a c'est quand même c'est
Et c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir emmener ton ordi chez toi et travailler, enfin, faire ce que tu as envie de faire comme tu as envie de le faire. À moins que tu aies des rendez-vous clients où là, c'est différent. Mais donc, on s'est juste mis d'accord de dire, moi, je sais que là où je serai le plus fatiguée, c'est telle phase de la journée. Est-ce que je peux partir du travail plus tôt? Et puis, comme ça, je fais mes rendez-vous téléphoniques au bureau le matin, mais le reste des livrables que je dois préparer, je les fais chez moi le soir. Et il avait aucun problème avec ça. Au contraire, il me disait aucun souci. Et même que dans mon cas, c'était est-ce que tu as besoin qu'il y ait même peut-être temporairement des clients sur lesquels tu peux transférer à d'autres personnes les dossiers qui sont les moins importants, où il faut juste faire peut-être check 2-3 trucs. Et donc, on se mettait d'accord. Donc déjà, il y a des opportunités de bienveillance et de solidarité, parfois dans des entreprises, quand la culture y est et qu'on prend le risque d'en parler, en fait. Donc de soi-même ne pas se internaliser et se laisser dans ce truc oppressif, cette espèce de symptôme de trauma, de se dire, «Je vais être jugée, je ne serai pas comprise». Donc ça, je pense que déjà, il y a une opportunité là-dessus, une opportunité de création de liens. Et je pense qu'il y a aussi une opportunité de, ouais, tout simplement de, comment dire? Je sais pas si je peux appeler ça l'adaptabilité, mais ou de déléguer aussi, parce que quand tu te retrouves dans une situation où tu réorganises tout ton calendrier pour prendre soin de ta spiritualité, ben, tu développes ta créativité, quoi. Tu te dis: «OK, là, on va être en problem solving. Il faut que je résolve ce problème-là». Et du coup, ça nous permet de mobiliser, en fait, des compétences ou de découvrir parfois même des compétences de, comment je peux travailler différemment. On se rend compte qu'on est beaucoup plus mobile que ce qu'on pensait, qu'on peut travailler dans différents contextes. Et ça aussi, je pense que c'est une opportunité qui peut être hyper intéressante parce que derrière, ça peut avoir un impact sur la confiance en soi, parce qu'on se sent plus résiliente. On se dit: «OK, je suis en capacité de prendre soin de ma spiritualité et de trouver des solutions». Maintenant, évidemment, je dis ça, je le dis pas du tout dans un sens perfectionniste ou punitif. C'est parfaitement OK si on n'y arrive pas, d'autant plus que, comme je disais, la culture d'entreprise, ça, c'est une réalité, il faut le dire, la culture d'entreprise impacte beaucoup ce qu'on sera capable de faire ou non, ainsi que les types de violences qu'on reçoit. Il y a des personnes dans certaines entreprises qui se prennent des réelles violences par rapport à leur religion, et ça, faut le reconnaître, et pour lesquelles les solutions vont être un peu plus différentes. Et du coup, c'est là que je te repose la question. Toi, tu dirais quoi? Parce que tu as travaillé dans des espaces différents de moi. Donc, ce serait quoi tes solutions? Oui, alors moi, effectivement, j'ai travaillé et en start-up et dans des grands cabinets de conseil. Donc, j'ai effectivement vu des configurations différentes et effectivement, je te rejoins sur la start-up. Je crois d'ailleurs que j'étais la seule femme musulmane dans cette start-up et je n'ai jamais, 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 jamais eu de soucis avec ma spiritualité. C'était un endroit dans lequel je pouvais vraiment m'exprimer, tu vois, sur ma spiritualité, sur le ramadan. Je me suis jamais sentie isolée, tu vois, bizarrement. Et effectivement, ce que j'avais mis en place très souvent, parce que j'y suis restée quand même quelques années, c'était ce que tu disais, c'est-à-dire une communication très claire, tu vois, très transparente dès le début, le fait de co-construire des tâches à déléguer, tu vois, avec d'autres collègues, si on travaille sur des dossiers en partage, la planification avancée aussi, tu vois, j'essayais de préparer déjà les collègues, de préparer les différentes tâches, d'anticiper, tu vois, ça nous donne en fait des capacités c'est ce que tu disais, d'adaptabilité et en fait de planification assez importantes, notamment, et je trouve que d'ailleurs ça vient renforcer notre leadership en tant que femme dans l'entreprise. Et effectivement, en start-up, j'ai jamais eu de problème. Ensuite, dans les structures un peu plus grandes et notamment dans le conseil, et c'est marrant parce que c'est là où j'ai rencontré le plus de personnes musulmanes, le plus de femmes musulmanes. Et bizarrement, c'était un peu plus compliqué parce que en même temps, quand tu fais du conseil, tu es aussi beaucoup chez le client. Je dirais aussi que ça dépend des clients parce que j'ai eu des missions où il n'y avait aucun souci en fait. J'allais déjeuner, j'accompagnais mes collègues au déjeuner et personne ne me disait pendant un mois, là, pourquoi tu manges pas avec nous? Parce que tu vois, ça commence à faire beaucoup quand pendant 30 jours, on te pose toujours la même question sans avoir intégré que tu jeûnais. Et j'ai eu quand même des missions où au contraire, on avait intégré tout de suite, où j'étais entourée finalement, tu vois, d'hommes beaucoup plus âgés parfois, mais qui ne faisaient aucun commentaire parce qu'en fait, ils respectaient
respecter ma démarche. Et après, tu as effectivement des endroits où c'est un peu plus compliqué parce qu'on est là pour faire du chiffre, on est là pour ramener des missions, on est là pour faire du TJ, et c'est OK, encore une fois, c'est les règles du jeu et c'est OK, et je les ai acceptées. En revanche, ce que moi, je mettais en place, c'est-à-dire que j'allais, par exemple, en parler je me souviens, j'en avais parlé à une de mes directrices avec qui je m'entendais bien et qui m'avait dit « Ah oui, mais super, enfin, pas de souci, de toute façon, je crois que vous êtes nombreuses à le faire, etc. » Qui était très attentive. Donc, tu vois, on rejoint quand même ce côté très humain et de se dire bah, il faut que je choisisse en conscience les personnes à qui je vais parler, parce que tout le monde ne sera pas réceptif, notamment quand on parle d'islam et quand on parle de Ramadan. Et donc, en fait, ma directrice était l'une des directrices, d'ailleurs, qui n'était pas ma directrice hiérarchiquement, tu vois, mais c'était quelqu'un qui était très bienveillant. Et après, donc, j'ai averti aussi mon client parce que en fait, ça change la dynamique d'équipe aussi. C'est que tu manges plus avec les équipes le midi, tu es un peu dans ta bulle et c'est normal, tu vois. On est des êtres humains. Hein. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, d'être dans sa bulle, d'être dans sa spiritualité, bah, ça modifie, tu vois. C'est comme s'il y avait un maillon de la chaîne qui modifiait la structure en fait de l'équipe, et c'est normal. Et je trouve que c'est quand même important d'apprendre aussi cette gestion du stress, parce que tu vois, j'ai un exemple, je me souviens d'avoir dit à mon mari un jour ah, mais c'est le Ramadan, mais du coup, comment je vais en parler à mon client? Mais du coup, et tu sais, j'en faisais tout un sujet. Et mon mari m'a dit un truc tellement juste. Il m'a dit, mais pourquoi ça devrait être un sujet? Enfin, c'est quoi le problème? Enfin, s'il te pose la question, tu lui dis. Et puis, s'il te la pose pas, c'est pas grave. Enfin, n'en fais pas. Ne t'oppresse pas toi-même. N'anticipe pas l'oppression alors qu'elle est même pas encore là, tu vois. Et je me suis dit, ouais, il a raison, en fait, je me prends la tête pour rien. Et d'ailleurs, effectivement, je me suis prise la tête pour rien parce que j'ai essayé d'anticiper le stress, etc. Et en fait, ce que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai été beaucoup dans l'auto-soin, je me protège. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais ouvrir une parenthèse parce que j'ai plusieurs femmes musulmanes qui me disent « Oui, mais comment on fait pour répondre aux remarques ?» Tu sais, les fameuses remarques de ah, mais tu jeûnes, oh là là, c'est pas trop dur. Ah, tu jeûnes, mais du coup, tu manges pas avec nous aujourd'hui. Ah, tu jeûnes, mais tu peux pas boire d'eau, t'es sûr, parce que t'as l'air fatigué, les trucs que tu te prends tous les ans et t'as envie de dire aux gens, mais changez de disque, s'il vous plaît, ça fait 10 ans qu'on vous dit la même chose. Et je trouve que c'est justement comment on fait. On fait pas, en fait, on essaye de se protéger. On se prend soin de soi, on fait de l'auto-soin, on laisse les gens parler. Je vais faire du contenu d'ailleurs là-dessus cette semaine pour répondre un peu de manière humoristique au truc. Mais je pense qu'il y a une vraie charge, plus de la charge raciale, une vraie charge spirituelle, tu vois, qui pèse sur nous oh là là, mais comment je vais gérer? Mais tu gères pas, en fait. Tu gères pas. Tu fais ta vie, tu fais ton taf, tu renforces ton leadership, tu renforces. Parce que tu vois, ce que les gens ne voient pas aussi, c'est que c'est un exploit. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un exploit de travailler et d'être leader de son équipe ou de son business ou whatever, et de pratiquer convenablement le mois de Ramadan en tant que femme musulmane. Je trouve que c'est un truc de fou, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et il y a beaucoup, beaucoup de fierté à avoir là-dessus parce que c'est vraiment très inspirant et ouais et par rapport à ce que tu disais sur les commentaires des gens, moi, parfois, ça m'est arrivé de répondre, mais vraiment de répondre au premier degré parce que ça comment c'est quoi le mot? Ça désarçonne un truc, tu vois? Par exemple, surtout la remarque de «c'est pas trop dur», je réponds vraiment. Je dis: «Bah non, je jeûne depuis que j'ai 12 ans. Ça va, j'ai déjà fait plusieurs fois» et je le dis vraiment très sérieusement, sans gêne ni rien, comme si vraiment on me posait la question, au premier degré et pas avec un sous-entendu et souvent on me dit, «Ah ouais, j'avoue» et tu vas rire Sarah, mais je te jure que la majorité du temps quand j'ai répondu ça, on m'a dit: «Ah mais du coup, je devrais peut-être essayer un jour». Parce qu'en fait, je pense qu'il y a je vais laisser les gens méditer dessus, mais moi, c'est vraiment un jour, j'y réfléchissais et je me suis dit: «Mais en fait, c'est nous qui avons notre propre énergie et notre posture par rapport à ça». Si nous, on a une posture un peu de honte, parce qu'on a internalisé la honte coloniale, tu vois? La honte islamophobe, ou parce que nous, on est gênés par rapport à ça, évidemment qu'on va avoir cette espèce d'énergie qui se sent, de gêne, de «j'assume pas entièrement» et cetera. Mais quand tu es hyper fière de ta pratique spirituelle, que tu es tellement contente que c'est le ramadan,
C'est clair. Parce que tu vas te rapprocher de Dieu, parce que c'est une vibe particulière, parce que tu vas plus pratiquer, parce que 12 000 raisons. Peut-être ça te rappelle des souvenirs d'enfance, peut-être aussi, enfin, il y a plein de raisons et ben, il y a un peu ce truc qui rayonne de toi et qui fait que, peut-être les gens n'en auront rien à faire, mais c'est quand même probable qu'ils s'y intéressent même, tu vois? Et qu'il y ait Mmh. cette espèce d'aura positive qui soit projetée de toi et où les gens seront là, «Ah, alors parle-nous du ramadan, c'est quoi?» et cetera et moi ça me dérange pas de répondre. Tu vois? Je suis là: «Bah ouais, carrément et tout», et Mmh. donc je réponds et cetera, hem, parce que j'aime ça quoi, je suis amoureuse de ma religion. Ouais, Donc c'est il y a clair, vraiment ce c'est clair. truc de je kiffe, hem et je pense d'ailleurs par rapport à ce que tu disais, tu as dit un truc trop cool à la fin, que c'est trop puissant qu'une femme leader, fasse ça. Je suis carrément d'accord quand tu as cette posture-là. Je pense que c'est également inspirant pour ton équipe que tu manages, en fait et que ça inspire même confiance. Mmh. Ça inspire confiance aussi dans une certaine, c'est comme si ça rend permissif la liberté de culte. Mmh. Ça, j'ai remarqué et que même les personnes les moins croyantes, ça peut paraître contradictoire, mais c'est vrai, peuvent te faire encore plus confiance. Mmh. Parce qu'il y a ce truc de, bah, c'est mon truc, c'est hyper important Mmh pour mh. moi, je sais pourquoi je le fais Mmh. et j'ai pas honte et fine et s'il y a qui que ce soit dans l'équipe qui a besoin de quoi que ce soit pour sa pratique religieuse, qui vienne me voir, je suis quelqu'un de safe. Je connais pas très bien d'autres cultes, tu vois? Mais s'il y avait un autre culte que l'islam où quelqu'un venait me dire, hem je peux pas travailler tel jour pour telle raison. Admettons, je sais pas, il y a une personne juive dans mon dans mon équipe et qu'il y a un truc qui doit être travaillé le samedi pour X raison et qu'elle me dit: «Je peux pas, je fais Shabbat». Tu vois, j'ai envie qu'elle se sente complètement safe. Bien sûr. Donc ou alors, parce qu'il y a le jeûne du Kippour, je crois, ou des trucs comme ça. Bon, bah, tu vois, je sais pas, mais de qu'il y ait un truc, je pense qu'on peut instaurer en tant que leader ce truc de, c'est important d'avoir une spiritualité et donc les gens de mon équipe, si vous en avez une, qu'elle ait sa place. Mmh. Ouais, Ça, je pense que c'est hyper intéressant. c'est très intéressant ce que tu dis sur cette partie de confiance parce qu'en plus, tu vois, on a il y a des choses qui sont très ancrées, tu vois? On ancre quelque chose, qui est aussi de l'ordre de la patience, de l'empathie, des prises de décisions stratégiques parce qu'il faut réfléchir vite, il faut prendre des décisions rapidement, et tu crées cet espace justement safe, tu vois? Pour ton équipe, tu grandis aussi qui grandit aussi avec toi et je trouve ça hyper intéressant parce que ce qu'on imagine très souvent dans l'inconscient collectif, notamment en France, c'est que le ramadan, les gens vont travailler moins, ils vont être crevés, ils ou elles vont, notamment les femmes, vont avoir besoin de plus de temps pour faire d'autres choses, etc. Alors qu'en vrai, c'est un espace qui nous permet aussi d'être performante, tu vois, d'aller vite, de réfléchir vite, d'être patiente, de se reconnecter à quelque chose de plus grand, etc., etc. Donc, je trouve ce que tu dis assez intéressant, et notamment aussi sur le fait de dépasser les stéréotypes et les préjugés qui sont notamment liés au leadership féminin pendant le Ramadan, parce que ça nous donne une espèce d'autodétermination. Il y a beaucoup de visibilité qui peut se faire aussi dans l'entreprise, tu vois. Des choses qui peuvent se créer aussi en communauté. Et je trouve intéressant ce que tu dis de, bah, en fait, j'ai pas à avoir honte de ce que je suis, de ce que je fais, de ma religion. Et ça donne l'exemple. Je me souviens que mon mari me disait beaucoup ça. Il me disait, moi, j'en parle un peu comme toi, j'en parle avec fierté. Et en fait, je le dis limite avant que ça arrive parce qu'en fait, bah, c'est une fierté. Et je le dis et ça ancre quelque chose d'assez puissant, je trouve, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, donc je pense qu'il y a différentes stratégies, ça dépend beaucoup des personnes avec qui on travaille. Comme tu disais, déjà, il y a des trucs qu'on ne devrait pas gérer. Comme tu disais, les remarques violentes et tout, on ne les gère pas. C'est Mm. pas notre problème. Et il Oui. y a des opportunités. De toute façon, l'opportunité d'assumer, c'est toujours une opportunité. Parce que je pense que qu'on le veuille ou non, on baigne dans un trauma colonial, des violences islamophobes, c'est un fait. Et Oui. donc, c'est dans notre démarche de soins et d'ailleurs ça, on peut même faire de la thérapie pour ça. C'est hyper intéressant de faire des séances sur notre rapport à l'islam et à la France et cetera. Mais de quand même profiter du ramadan en entreprise pour se dire: «OK, hem, comment est-ce que j'ai envie de changer mon rapport à la France et à tout ça, quoi? Et comment est-ce que je peux plus, assumer et être intègre et tranquille avec ma Mm. religion et que c'est toujours une occasion pour le faire, quoi?» Et Ouais. après, il y a la partie conseil hyper pratico-pratique. Je sais que
on voulait en parler, on profitait pour en parler. Yes. Moi, j'ai des trucs évidents qui me viennent en tête et après je te laisserai la parole, j'imagine que tu en as d'autres. Moi, je dirais le truc simple, c'est vraiment de pas se faire avoir sur la pause du midi. D'en faire quelque chose, tu vois? Genre de consacrer cette pause, soit de travailler pour partir plus tôt le soir, donc ça dépendra vraiment de l'organisation de chacune, du trajet qu'il y a entre le travail et la maison, enfin, ça dépend. Donc soit ce serait travailler pour prendre de l'avance, soit ce serait dormir, si justement on fait beaucoup de choses la nuit et si on a un coin au travail où on peut dormir, faire une sieste. Soit ça peut être justement emmener un Coran avec soi ou faire du dhikr pour profiter justement d'une partie peut-être de notre pratique spirituelle qu'on peut pas faire chez nous, parce que chez nous, du coup, on fait autre chose. Mais moi, je dirais vraiment en profiter pour pas juste, glander, ou être sur son téléphone. Moi, ça m'est déjà arrivé et à la fin, j'étais là: «Mais en fait, tu as perdu 1 heure et demie, c'est con, tu aurais pu faire des trucs». C'est Donc clair. ça vraiment, c'est grosse reco, profitez de cette pause pour faire quelque chose qui vous régénère d'une manière ou d'une autre. Hem Et vraiment quelque chose qui entre dans le après, c'est pas pour donner des leçons, mais absolument pas. C'est juste parce qu'en général, pendant le ramadan, la majorité des musulmans que je connais, ils finissent par se dire: «Ah, j'ai pas eu le temps de lire assez de Coran, j'ai pas eu le temps de faire assez de machin et tout». Et du coup, je recommande vraiment pendant la pause du midi de faire, si c'est pas dormir ou travailler, de faire quelque chose de spirituel plutôt que juste aller faire un tour. Juste aller faire une balade en extérieur parce que, ça donne cette sensation de procrastination où après on se dit: «Mais j'ai perdu mon temps». Mmh. Donc moi, je dirais beaucoup ça et ouais, après, s'arranger par rapport à nos capacités de télétravail, parce que ça nous économise du temps de trajet. On peut laisser des trucs sur le feu pour Oui. la cuisine, tu vois? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison, tout en travaillant. Hem Et ouais, toi, tu rajouterais quoi comme technique? Déjà, je valide tout ce que tu viens de dire, notamment sur la pause du midi, parce qu'effectivement, des fois, on essaye de s'organiser, tu vois, des plannings en se disant: «Ah, bah, pendant ce mois-là, je vais essayer de faire telle ou telle chose sur le plan spirituel» et à la fin du mois, on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'on a voulu faire. Et je trouve que la pause du midi, ça peut être intéressant. Par exemple, tu vois, moi, je me souviens que l'année dernière, mon challenge un peu, c'était d'écouter ou de trouver une série de vidéos sur YouTube, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mmh. tu vois. Je me suis dit, bah, en fait, voilà, comme j'ai pas forcément tout en tête, etc., bah, je vais me refaire toute la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, je n'ai pas été jusqu'au bout, je l'avoue, mais à coup pas, parce que voilà, les aléas aussi du travail, j'étais chez le client, etc. Mais j'ai quand même réussi, tu vas me trouver du temps entre midi et deux pour regarder des vidéos YouTube, pour suivre les séries sur la vie du prophète. Et je trouve que c'est intéressant justement de profiter vraiment de manière effective de cette pause. Parce qu'on n'est pas obligé forcément d'aller toujours ne pas déjeuner avec les gens qui déjeunent. Tu vois, Mmh. c'est une obligation, surtout quand on n'est pas en télétravail. Moi, je me souviens d'ailleurs un truc aussi, c'est que un jour, j'étais en mission, voilà, je faisais une mission de conseil et je m'étais retrouvée, tu vois, je m'étais créée au fur et à mesure une espèce de bande de femmes leaders parce qu'en Ouais. fait, je me suis rendu compte qu'on se retrouvait toutes dans le même, c'est un petit jardin, tu vois, derrière l'entreprise. On se retrouvait toutes là au même endroit, tu vois, pendant les premiers jours du Ramadan. Donc, j'ai été leur parler au fur et à mesure. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle jeûnait et qu'elle venait là pour prendre l'air et pour ne pas être avec forcément à la cantine, quoi. Et en fait, on s'est retrouvés finalement à se faire des Skype et des Teams à midi tous les jours. Bon, alors, on se retrouve, on va se balader. Et en fait, on a créé une communauté finalement de gens, de Mmh. femmes que je ne connaissais pas, tu vois, avec qui d'ailleurs, pour certaines, j'ai gardé contact encore aujourd'hui. Parce que en fait, on avait envie de se soutenir, de discuter de ce mois-là, de parler de spiritualité. Parfois, on allait juste faire un peu de shopping ou acheter un truc, enfin, tu vois, ou juste se poser sur l'air parce qu'en plus, c'était l'été et il faisait chaud, etc. Donc, je trouve que c'est des opportunités aussi pour rencontrer des personnes qui sont un peu comme nous. Ah, ouais, Et c'est trop dire, bien. bah, tu fais quoi? Tu manges pas? Non, je jeûne. Ah, bah, moi aussi, je jeûne, tu vois? C'est trop intéressant. Mmh. Parce que comme tu disais, ça permet de créer aussi un espace safe pour que les gens n'aient plus honte, pour que les femmes se sentent autorisées finalement, tu vois, à dire bah non, je jeûne et c'est cool et machin. Mmh. Donc oui, j'ajouterais en plus de tout ce que tu as dit, peut-être effectivement l'opportunité d'aller parler à des gens, à des femmes,
avec qui on n'aurait pas forcément parlé en temps normal, tu vois, parce qu'on est tellement la tête dans le guidon et dans ses missions professionnelles qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, je trouve que c'est intéressant de mettre en œuvre, tu vois, tous ces conseils. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire s'il y a des choses que vous faites déjà, s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées, si la plateforme d'écoute le permet, ou venez nous le dire sur Instagram. Voilà, donc on a déjà donné pas mal de choses. On arrive à l'issue du podcast. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, Esma? Non, franchement, juste je souhaite à tout le monde, enfin tous les musulmans et toutes les musulmanes de kiffer votre ramadan, d'en profiter pour vous sentir plus proche de Allah, Inch'Allah, et de vivre aussi, de créer plus de joie avec vos familles, vos proches. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup me rappeler pendant le ramadan, parce que bon là, en ce moment, je suis entrepreneur, mais il y a une des solutions que tu as pas dit pour les entrepreneurs qui est très simple, c'est le choix de gagner moins d'argent. Oui. Et moi, c'est un choix que je fais, Oui. parce que c'est quelque part, c'est un privilège qu'on a en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant que salarié, tu vas toucher le même salaire, donc c'est bien, mais du coup, tu es obligé de bosser, en fait. En tant qu'entrepreneur, dans les métiers que je fais en tout cas, je peux décider, par exemple, de ne pas prendre de séances les après-midi. Donc je sais que je vais gagner moins, mais c'est comme un investissement. Tu sais, tu choisis où tu mets ton argent, donc là, c'est comme si j'investissais là-dedans. Et donc, c'est aussi une opportunité, et j'avais juste envie de dire que, et c'est pas du tout pour rentrer dans un truc théologique, mais ça fait toujours du bien de se rappeler qu'on a été mis sur terre pour adorer Dieu, et que franchement, toutes les difficultés qu'on vit en entreprise, genre, je nous souhaite juste d'avoir de la force pour se rendre compte que ce sont des illusions et que ça devrait jamais nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Et que parfois, on est juste dans tout ce qu'on disait là tout à l'heure, l'islamophobie, enfin tout ce qu'on nous projette en fait, qui nous met dans de la honte ou dans des choses comme ça, ou l'exigence de productivité, tout ça, qui fait qu'on on se fait rentrer dans un moule alors que c'est pas ce qu'on désire, mais que quand on prend un minimum de recul, en fait, on a probablement plus de pouvoir quand on s'en remet à Dieu et qu'on se dit: «En fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment vivre ce mois comme j'ai envie de le vivre, et je me soumettrai pas à ces règles qui ne me conviennent pas». Et donc ouais, de juste se rappeler de ça, quoi, se rappeler qu'on a été mis sur terre pour adorer Dieu, et que peu importe l'argent, peu importe la carrière, peu importe ce qu'on pensera de soi, tout ceci, au final, même si c'est bien réel maintenant, on sait très bien d'un point de vue spirituel que ce n'est qu'une illusion et que c'est que passager. Et donc j'avais juste envie de dire cette phrase parce que pour moi, c'est une phrase qui me donne de la force. Qui me donne de la force, qui me fait me rappeler Allah et me dire: «Ce genre de choses, ça donne de la force». Tu te dis, en fait, Allah m'aidera à trouver un moyen. C'est même une prière d'ailleurs pour celles qui se sentent coincées. Faites cette prière. Quand vous faites votre prière, ajoutez cette invocation et demandez à Dieu, dites-lui: «Aide-moi à passer ce ramadan comme moi j'ai envie de le passer». Et évidemment qu'il vous donnera des signes et qu'il vous donnera le chemin, qui vous donnera la force, tu vois? Donc voilà, j'avais envie de finir là-dessus. J'adore et je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Et effectivement, c'est tout ce qu'on vit finalement, notamment en tant qu'entrepreneur, c'est des épreuves aussi, tu vois? Tout est épreuve, tout est épreuve. Les choses Ouais. positives et les choses négatives, tout est épreuve, à des degrés différents évidemment, mais je trouve, intéressant ce que tu dis parce que moi justement cette année, je vais le vivre, de manière moins intense que l'année dernière, hein, puisque je vais faire du full télétravail et que tu vois, ça va être beaucoup plus simple et je vais beaucoup travailler sur mon entreprise. Et du coup, je vais le passer comme je veux, en étant moins dans la productivité. Et en fait, finalement, je me dis, je vais faire ce qui me semble juste en fonction de l'énergie que j'ai. Peut-être qu'il y aura des jours où j'aurai envie de bosser beaucoup plus, etc. Mais je trouve important d'incarner ce truc-là, tu vois, jusqu'au bout et de se dire, voilà, c'est tout ça finalement, c'est que juste le passage de la vie dans laquelle on est ici-bas, je finirais par ça, c'est de profiter vraiment de chaque instant, tu vois, d'incarner vraiment ce leadership féminin en passant par notre spiritualité, par ce mois de Ramadan.
Et en tout cas, j'espère que tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui va vous aider à cheminer dans votre réflexion, dans votre pratique du mois de Ramadan. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, à partager le podcast à toutes les femmes leaders, notamment en entreprise, qui se demandent comment elles vont passer ce mois-là. Esma, un dernier mot pour la fin avant de clôturer? Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak, oui, il arrive, ça y est, c'est dans quelques jours. Je ne sais pas quand sort le podcast, mais du coup, aujourd'hui, on l'enregistre, on est le 4 mars, il sortira le 4 mars, si Dieu le veut. Et donc, voilà, le Ramadan arrive dans quelques jours, donc ça vous permettra justement de cheminer, de réfléchir, de méditer là-dessus. En tout cas, Esma, merci beaucoup pour tout ça, pour ton temps, ton énergie, ta présence. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Appelle-moi quand tu veux, I'm here. On en refera d'autres, mais en tout cas, merci beaucoup, Ramadan Moubarak. Et puis, on vous retrouve effectivement pour de prochaines aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas, je finirai quand même sur la phrase phare du podcast. N'oubliez pas, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao.